Il est écrivain, auteur de plusieurs romans, livres pour la jeunesse et nouvelles. En 1995, le succès rattrape le talent de ce professeur d'économie et de gestion pour son roman autobiographique « Le chant de personne ». Un second roman à succès s'ensuit, Fort de l'eau. Et en 1999, c'est la consécration avec le prix Renaudot pour l'enfant léopard, suivi 2 ans plus tard du prix Populiste pour Paulette et Roger. Daniel Picouli, bonjour. Bonjour. C'est important de recevoir des prix lorsque l'on est écrivain. En tout cas, quand on les accumule, ça fait nécro. On a l'impression qu'on est au bord de la nécro. Là. Les prix, oui, c'est intéressant. Moi, j'ai un gamin qui n'a pas eu de prix quand j'étais à l'école. On a l'impression des fois que je fais de la compensation. Non, c'est pas du tout ça. C'est que le prix, c'est un petit peu la profession qui vous fait un petit peu coucou avec les mains, comme ça. Mais il ne faut pas trop y attacher d'importance. Non, non, ce qui est important, c'est les gens qui viennent devant vous quand vous êtes en signature ou les réactions que vous avez. Parce que les prix peuvent provoquer aussi quelque chose. Quand j'ai eu le prix Renaudot, j'ai enfin vu pour la première fois des gens qui venaient me voir et qui ne me connaissaient absolument pas et qui venaient acheter la bande sur le prix. Donc le prix a aussi ses effets secondaires du type on vient acheter un cadeau pour une amie, une tante, une maman. Donc c'est un peu particulier les prix, mais ça fait plaisir, on ne va pas dire le contraire. En même temps, le prix Renaudot, c'était en 99, c'est à ce moment-là que vous avez arrêté votre métier d'origine, qui était celui de professeur d'économie et de gestion. Donc c'est ce moment-là où vous vous êtes dit, je vais enfin pouvoir vivre de ma passion? Non, non, mais je vivais déjà depuis le chant de personne, je pouvais vivre de ma passion. Je continuais à enseigner de façon très volontariste parce que j'avais envie, parce que moi, entrer dans la classe, ça me fait quelque chose. J'aime ça. Enseigner, j'aime ça et je pourrais encore enseigner. Et puis, les hasards j'allais dire, des mutations dans l'enseignement ont fait que j'ai touché, comme on dit, un proviseur qui n'a pas tout à fait été d'accord avec ça et qui m'a fait un emploi du temps qui m'a laissé un petit peu pantois. Bon, voilà, donc j'ai senti des espèces de résistance comme ça et l'avenir est difficile. Et on arrête ce métier pour une seule raison. Pas parce que, bon, l'histoire d'emploi du temps, on peut arranger ça. C'est que vous ne pouvez pas dire à un élève qui vous a dit « Monsieur, il faudrait que je vous parle ». Ce qui, quand on a 18-20 ans, peut aller de « ma note ne va pas » à « je veux arrêter parce que je veux m'installer avec ma petite copine, mon ami ». Bon. Et lui dire « Attends, on se verra demain, là, il faut que j'aille à RTL. D'accord ? Ou à KTO. Par là. Donc, à cause de vous, oui. Ça veut dire, je lui dis demain, il a 17, 18, 19, 20 ans, demain, c'est dans 100 ans. Et lui, ce qui conclut, c'est « mon problème ne l'intéresse pas ». Voilà. Et à partir de là, ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas lire ça dans les yeux d'un adolescent et continuer à enseigner. Enseigner, ce n'est pas seulement être devant les élèves, c'est avoir la possibilité d'être avec eux quand ils ont besoin de vous, en dehors. Voilà. Question de disponibilité, donc. Pour quelle raison vous avez arrêté d'être chroniqueur littéraire dans le... Je commence par tout ce que vous avez arrêté, après on parlera de ce que vous avez débuté. Vous avez arrêté d'être chroniqueur pour le journal du dimanche. C'est difficile d'être partie prenante, finalement, d'être à la fois... Ah non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire... je n'ai pas été arrêté, on m'a arrêté, tout simplement. Vous savez, j'étais au Journal du Dimanche très bien et je faisais un travail qui me plaisait beaucoup, qui était la chronique littéraire et surtout la chronique des premiers romans ou des deuxièmes romans. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez parlé un petit peu en premier de gens comme Michel Quint ou Dana Gavaldata, vous avez fait votre travail, ou Véronique Olmy, qui sont des gens, bon, et plein d'autres, vous avez fait votre travail et ils viennent vous voir et vous dire, ça, tu sais, cet article-là, ça nous a aidés. Formidable. Et puis non, on m'a dit, en l'occurrence, c'est pas un secret, Bernard Pivot voulait reprendre la totalité de la chronique littéraire, donc on m'a téléphoné, j'étais en train d'écrire une chronique pour me dire que ça s'arrêtait, mais en toute sympathie, avec beaucoup d'émotion, et avec mon rédacteur en chef, on a quasiment pleuré parce que je l'adore, il s'appelle Christian Sauvage, et je l'aime beaucoup, et bon, on a dû céder à des contingences, des réalités qui sont tout autres que les réalités de frère à frère, d'amis de plume ou de copains. Il y a des réalités dans la presse, il y a des noms, il y a une espèce de hiérarchie quand quelqu'un demande quelque chose. Quand il s'appelle Bernard Pivot, on ne lui refuse pas. Alors, vous êtes un peu Bernard Pivot, vous, à votre manière. Non, c'est un peu exagéré, mais vous êtes président du prix RFO. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Et c'est une tâche importante, en plus. C'est lourd de sens. Hein. Oui, je suis président du prix RFO. C'est-à-dire que chaque année, on attribue... le prix RFO. Le dernier, c'était Natacha Panamourican, qui est une Mauricienne. Et j'invite tout le monde, Les Rochers de Poudre d'Or. C'est un livre qui va surprendre, qui va intéresser. L'année d'avant, c'était Dany Laferrière. Dany Laferrière, c'est un auteur haïtien que tout le monde devrait... Et il est très, très étonnant que ce soit ces prix qui mettent en évidence des auteurs qui sont des auteurs à part entière et qui, du fait de leurs origines, et puis alors Gisèle Pinon l'a été, sont un peu tenus, peut-être, en marge des grands médias. Il n'y a pas beaucoup de
place, il n'y a pas de place pour tout le monde peut-être. Donc moi j'aime être, un peu comme au Journal du Dimanche, je faisais les premiers prix, les premiers romans. À RFO, on traite d'une littérature sud, très sud. Hein. Le sud, ça commence juste au bout de vos pieds. Pour moi, ça commence là, le sud. Le sud, il est devant moi, j'englobe tout dans le sud. Donc on traite de ces auteurs-là. Et je fais une émission aussi sur RFO qui s'appelle Tropisme, que je présente, où je reçois des auteurs qui viennent de ces suds-là, c'est-à-dire qui viennent d'outre-mer. L'outre-mer, c'est partout. Et ça va aussi bien de Anouar Ben Malek à des auteurs martiniquais, guadeloupéens ou réunionnais, puisque j'en cherche encore un peu. Voilà. Mais bon, ça c'est... Faire le trait d'union, c'est oui, ça voilà, qui nous trait intéresse. d'union et puis parler. C'est toujours la même chose. On a envie, quand on a eu la chance, qu'on parle de nous, qu'une lumière se soit allumée sur nous pour des raisons comme ça, qui sont ou circonstancielles, ou simplement parce que quelqu'un vous donne aussi un coup de main. Ça peut être Daniel Pénac pour moi, pour le chant de personne, ou Fabrice Guignot qui avait parlé du chant de personne même avant. Bon, ces gens-là, ils vous ont ce qu'on appelle envoyé un petit ascenseur. Écoutez, je crois que c'est en toute justice que l'on le renvoie quand on peut et quand on en a la possibilité. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas pour cette littérature-là, avec lequel je suis de tout cœur, mais qui n'est pas ma littérature de référence. Moi, je suis un petit gars de Seine-Saint-Denis, qui a papa martiniquais, tout ça, mais j'aime me dire que là où je suis, je peux provoquer, par exemple, la création d'une émission sur une chaîne de télévision. C'est quand même un bonheur formidable, alors autant le faire partager. Merci beaucoup, Daniel. À l'âge de 10 ans, il écrivait déjà des histoires pour essayer de se débarrasser de ses deux petites sœurs. Il n'y parvint pas, mais continua à écrire malgré un quotidien familial agité. Lorsqu'on est le 11e d'une fratrie de 13, on grandit forcément dans une maisonnée remuante, avec une admiration quand même toute particulière pour son papa et sa maman. Daniel Picouli, c'est le moins qu'on puisse dire, l'admiration pour papa et maman. Hein. Ah oui, non, ça c'est un amour entier, complet. J'ai l'impression qu'il est inépuisable et il ne pourra pas l'être. J'écris des livres pour, j'allais dire, leur rendre hommage, mais il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin. Bah, vous l'avez fait quand même. Oui, mais pour les autres, c'est pour qu'ils la connaissent. Pour l'interroger. Oui, je vous présente mes parents. Et je voudrais vous montrer combien ils ont été importants, beaux, aimants. Enfin bon, voilà, je fais un travail de bon fils, hein, tout simplement. Et c'est ce que je fais quand je parle d'eux. Et voilà, je ne pense pas que je cesserai de parler d'eux, de quelque manière que ce soit. Oui, donc voilà, je restitue un petit peu de cette dette à jamais. Alors, entrons un petit peu dans les détails. Votre maman était maman à plein temps, avec 13 enfants, oui, on comprend les choses. Votre papa, lui, était chaudronnier. Chaudronnier, formeur aviation, P3 tout métaux. Ma mère voulait qu'on mette tout ça. Et tout à l'heure, vous disiez, maman était mère à plein temps. Il n'empêche que sur les fiches qu'on remplissait, il y avait 100 professions. Hein. En face les mamans, quand elles ne travaillaient pas, entre guillemets. J'ai eu à régler ce problème-là un jour avec quelqu'un qui faisait le recrutement en 3e. J'avais donc une maman sans profession. Étonnant quand on a 13 enfants. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé, Daniel. Non, je crains bien que non. Je crains bien. Alors, le petit garçon que vous étiez, on l'a découvert dans votre roman Le chant de personne, qui est vraiment celui qui vous a fait connaître, avec ce style bien particulier, bien vivant. On a découvert ce petit garçon assez turbulent quand même. Ah, turbulent, vivant, éveillé. Oui, éveillé. Mais c'est presque des considérations physiques qui font ça. On avait une maison qui était tellement petite que la seule chose que l'on pouvait faire pour rendre service à nos parents, c'était d'être dehors. Et de rentrer le plus tard possible, ou de rentrer pour des choses précises comme manger et dormir. Donc le reste du temps, on était dehors. En plus, vif, vous dites turbulent. Imaginez un repas avec ces longues tables où on s'asseyait sur la table à repasser pour pouvoir avoir une place supplémentaire. 12, 13, 14, 15 personnes, plus les amis, parce qu'on était en tribu, et il fallait prendre la parole. Il fallait, dans cet espace-là, dans cette espèce d'agora permanente, arriver à dire quelques mots. Ça crée quelques qualités, voilà, en tout cas, il faut les développer, sinon on serait enseveli par tant d'énergie, parce que tout le monde a la même énergie à peu près dans la famille. Ouais. Ce qui ressort de votre enfance, c'est quand même la notion de bonheur. Ouais. Ah oui, moi c'est peu de moyens, mais alors à bonheur. Oui, et ça c'est une caractéristique que je dois aux parents, et particulièrement à ma mère, c'est-à-dire leur façon de fabriquer du bonheur en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de situation. Objectivement, une situation peut être traitée de façon différente. Je donne un exemple. Le soir, parfois, on avait pu
tout ce qu'il fallait pour manger, vous savez, le côté... et la mère faisait un café au lait. On trempait le pain rassis dedans, et puis on avait notre bol, et puis on allait se coucher. Bon. Il y a deux façons de présenter ça. Vous pouvez dire aux enfants, ça va être difficile de finir le mois, on n'a pas ce qu'il faut, et tout, et tout. Enfin, côté misérabiliste. Et puis la mère disait, elle quoi? Elle disait, vous savez ce soir ce qu'on va faire? Un café au lait, la fête, la fête. Et les Elle nous 13 présentait, gamins, oui, parce qu'elle nous présentait ça comme une fête. Le père savait le faire, la grève du tigre que je raconte dans Chant de personne, c'est ça. C'est avoir des parents qui sont des adultes, c'est-à-dire qu'ils comprennent que le plus longtemps possible, ils doivent nous protéger d'un certain nombre de réalités. C'est ça, être parent. Le temps qu'on soit capable de prendre en charge des réalités qui sinon seraient traumatiques. Donc parfois, il faut mentir à ses enfants. Parfois, il faut mentir. Et ça, c'est quelque chose que je suis parfois en opposition avec certains pédagogues sur la notion de vérité. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que va produire le mensonge. C'est comme si j'ai une fille de 6 ans aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je m'échinerais à lui expliquer ce qu'est le Père Noël, qui d'ailleurs existe, je dois te le dire, Marie, puisque tu écoutes certainement cette émission. Eh bien, pourquoi? Quel avantage? Qu'est-ce que j'ai à lui offrir en contrepartie de cette douleur-là? Rien pour l'instant. Ça viendra tout seul. Donc moi, ce que je veux, c'est la faire assez forte pour que dans la vie en général, quand tous les Pères Noël s'effondreront petit à petit, ça ne lui fasse aucun mal. Voilà, c'est tout. Et qu'elle attende le prochain Père Noël. Alors, vous avez écrit la suite de l'enfant Léopard, qui s'appelle La 13e mort du chevalier. Et j'ai retenu une phrase très belle dans ce roman, qui est, donc le personnage principal, c'est Saint Georges, et quelqu'un lui a dit, tu verras, Joseph, c'est son prénom, plus tu avanceras en âge, plus tu t'apercevras que l'enfance n'est ni devant, ni derrière, mais au centre. Oui. Comme si on se construisait en spirale, tout autour de cette base. Ouais. Ah oui, ça c'est souvent une question qu'on se pose par rapport à l'enfance et à son importance. Elle n'est ni derrière, elle n'est ni devant, elle est au centre, et quand on avance avec elle. Ça c'est absolument quelque chose auquel je crois très 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 fort. Et l'enfance est comme ça, elle a des notions de géométrie qui sont un petit peu approximatives, en tout cas de géométrie dans l'espace. Et donc cette chance qu'on a quand on a une enfance, c'est qu'on se promène toujours avec son centre. On l'emporte avec soi. Et ça c'est une grande richesse que nous donnent les parents, parce que c'est eux qui nous ont plantés au centre de quelque chose qui est l'enfance, et donc au centre de la vie. Et à partir du moment où ils ont fait ça, où ils ont planté ce piquet-là, vous, votre travail, c'est d'en planter un autre, tirer la corne, et vous arriverez quelque part. C'est aussi simple que ça. Vraiment, moi, j'ai des approches de la vie de jardinier. Hein. Les choses sont au cordeau, tendues, entre deux piquets, toujours. Puisqu'on parle de jardin, on va parler de parfum. Le parfum de votre enfance, ce serait lequel? Ah, c'est le café au lait. C'est le café au lait, c'est indéniablement le café au lait, parce que c'était un parfum qui en plus avait une dimension particulière pour moi, puisque je mélangeais le café et le lait dans le bol, le lait étant ma mère, le café étant mon père, et que j'obtenais une couleur qui devait ressembler à celle de ma peau. Donc chaque matin, je mélangeais mon père et ma mère dans le bol, et en résultat, j'avais moi, parfois. Voilà. Donc ça, c'est une façon de commencer la journée qui n'est pas simplement un parfum, qui est le parfum de soi. Voilà, ça c'est, on peut rien demander de plus à un parfum. Merci Daniel. Comme le chante un autre antillais célèbre, Laurent Voulzy, le soleil donne la même couleur aux gens. Mais malheureusement, cette petite différence de pigmentation est à l'origine de bien des douleurs. Si mon invité a choisi d'évoquer avec nous la couleur de peau, c'est qu'il se sent concerné. Forcément. Oui. Daniel Picouli, vous nous avez déjà joliment dit que votre couleur de peau, c'était papa-maman et ça donnait café au lait. Oui. Ce qui est rigolo, c'est que dans la fratrie, vous n'êtes pas tous pareils. Pas en fait, 13 enfants, et on a des blondinets, ça vous est tombé dessus, quoi. Voilà. C'est pour ça que la couleur est en même temps une espèce d'évidence qui n'en est pas une pour nous. C'est une évidence extérieure. Les gens qui nous regardent voient la couleur. Il y aurait mon frère Serge, Maryse, Martine. Bon, tous mes frères et sœurs sont blancs. Ils ont en plus des yeux bleus. Ce qui faisait que j'avais cette singularité étrange, c'est que mes frères et sœurs qui avaient ces splendides yeux bleus enviaient mes yeux marrons parce que j'étais les seuls à l'avoir. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça renvoie les autres à leur regard. Mon frère, on ne lui pose pas des questions sur les Antilles. On ne lui pose pas des questions de couleur. On ne lui pose pas. Et pourtant, il a le même père
et la même mère que moi. Et moi, j'ai découvert la couleur par les autres. Parce que bien sûr, les petits copains sont pas forcément très tendres avec ça. Quand on est un enfant, aujourd'hui, on se plaint beaucoup du racisme. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des Rital, il y avait des Porthos, il y avait des Espingouins, il y avait des Bougnoules. Moi, j'étais Bougnoul. Voilà, Bougnoul ou Crouille, tout ça, parce que c'était en même temps pendant la guerre d'Algérie. Moi, je suis dans le 48, donc j'avais cet âge-là. Qu'est-ce qui se passait? Bah oui, on se faisait insulter et on courait après ceux qui nous insultaient. On se bagarrait, ça recommençait, et ainsi de suite. Mais je n'étais pas plus malheureux que le petit rouquin à qui on disait qu'il sentait mauvais, et qui on mettait à l'autre bout de la cour, à qui on ne voulait pas parler, ou du petit gros avec qui on ne jouait pas parce qu'il n'était pas capable de taper dans un ballon. On avait tous ces singularités-là qui nous faisaient qu'on était dedans des fois, et dehors parfois. Et la couleur de la peau, elle a été pour moi une identification qui est une identification fausse. Tout le monde pense que je suis arabe. Tout le monde pense. J'ai le prototype du physique d'un Maghrébin. Et j'ai même eu, quand j'étais professeur, on faisait régulièrement des manifestations devant les rectorats avec les élèves, les professeurs. Et un jour, j'ai trois élèves comme ça, beurre, ce qu'on appelait des petites beurrettes, qui sont venus me voir. Monsieur, vous êtes beurre, vous? Je dis, non. Ah, si, vous êtes beurre. Je fais, non, je ne suis pas beurre. Je serais beurre, je te le dirais. Non, moi, je suis d'origine martiniquaise. On est déçus. Pour une fois qu'on voyait un prof beurre. Et elles avaient raison. Elles avaient raison à l'époque. Je dis, écoute, je ne suis pas beurre, mais ce sera peut-être vous, les premiers professeurs beurre. Et cette identification-là me faisait que quand j'entrais dans ma classe de banlieue, j'ai fait c'est de banlieue, moi, eh bien, j'avais une espèce de légitimité à l'égard des élèves que je n'avais pas à discuter. Ils se disaient, en me regardant, ça a l'air possible. Quand on ressemble à ce gars-là, ça a l'air possible. Et c'est tout. Je n'avais pas à leur dire, travaillez, vous y arriverez. J'étais crédible simplement parce que j'étais. Ce qui, on le voit là, est un avantage considérable. Donc je n'ai pas eu de désagrément. Je peux vous dire que je n'ai jamais eu de désagrément. Vous n'avez pas souffert de... Non, parce que d'abord, je n'ai pas souffert dans ma famille. Certainement pas. À l'extérieur, les jeunes filles ont toujours été gentilles avec la couleur de ma peau. Il n'y a que les parents des jeunes filles qui trouvaient ça un peu étrange. Je n'ai eu des problèmes qu'avec les beaux-parents, les futurs, tout ça. Moi, je n'ai jamais eu sinon de problème. Donc, je n'étais pas... Mais je sais que, par contre, je dois prendre en charge le fait que ce n'est pas aussi facile pour tout le monde. Et c'est pour ça que je traite de la couleur. Non pas parce que c'est une douleur, une scarification pour moi. C'est parce qu'il ne faut pas négliger le fait que ça le soit pour beaucoup. Et pour certains de façon extrêmement douloureuse, que la perception qu'ils ont, et que c'est pour eux l'archétype, l'emblème du rejet qu'ils ressentent. Et ça, c'est très important. Et la couleur, quand on le dit souvent, on parle à la télévision de l'absence de couleur, c'est une réalité. Les présentateurs ne sont pas de cette couleur-là. Et je dis c'est une grossière erreur, non pas parce que c'est une revendication de type communautaire, mais c'est qu'il faut élargir le champ du possible des gosses. Quand j'étais gosse, j'étais sûr que je pourrais être footballeur parce qu'il y avait des Brésiliens qui me ressemblaient, boxeur parce qu'il y avait des gars qui me ressemblaient, ou alors voyou parce qu'il y a des gars qui me ressemblaient. Mais des avocats, des journalistes, tout ça, j'en ai pas vu. Des écrivains, j'ai attendu Chester Himes pour savoir. Même Alexandre Dumas ne m'a pas dit qu'il était de ma couleur. Ça m'aurait arrangé. Ça m'aurait arrangé, enfant, en lisant Les Trois Mousquetaires, de savoir qu'il y en avait peut-être un quatrième de couleur quelque part. Vous auriez pu être héros de révolution, comme Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, on ne le connaissait quasiment pas. Avant Badinter, on ne connaissait pas. Avant la biographie de Badinter, on ne connaissait quasiment pas Toussaint Louverture, ou avant 89. Le Chevalier de Saint-Georges, encore moins, et bien d'autres qu'on ne connaissait pas. Pas suffisamment pour en faire des héros de cours de récréation, j'allais dire. Et d'identification, se dire c'est possible. Parlons du Chevalier de Saint-Georges, qui est votre héros de roman. Il y a une phrase qui est de vous, donc « On ne peut pas renier sa peau, monsieur. Ce n'est ni une particule qu'on choisit d'ajouter, ni un nom qu'on préfère changer. » Oui, parce que ça, c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas... moi, j'en avais fait un gag comme ça, un gars en couleur qui change de nom. Il change de nom. Il retire son nom africain, il prend un autre nom et il se sent mieux. Ben non, c'est pas possible, ça. Et donc, ça, c'est une espèce de... Je dis le terme de fatalité. En tout cas, il y a une espèce d'évidence qui fait que la couleur existe pour les autres. Et souvent, je dis, c'est pas toi qui décides de ta couleur. Je le disais quand j'écrivais des choses très dures, très violentes, que j'écrivais des livres policiers avant d'écrire des histoires d'enfants. Je disais, c'est les qui étaient tellement violents qu'ils ont été refusés par les éditeurs policiers. Bien sûr, parce que là, il y avait j'avais des choses à dire. C'est pas toi qui dis ta couleur. C'est les 4 gars qui descendent avec des manches de pioche. Ça s'appelle une ratonnade. Est-ce que moi, il y aurait des événements politiques un peu douloureux ou... Eh bien, je suis redevable d'une ratonnade. Moi.
Eh oui, moi comme un autre. Mais moi, oui. Et alors, quand on sait ça, quand ça pèse sur soi, on peut comprendre ce que représente la couleur. On se balade avec ce sentiment que pour certains, il suffit d'être de cette couleur-là pour s'octroyer le droit de vous frapper, même peut-être de vous tuer. Des gens se croient ce droit-là sur vous. C'est insensé, on le porte toujours en soi. Sur le mode mineur, sur le mode majeur, avec humour, avec distance, avec révolte, peu importe, mais on l'a toujours sur soi. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Oui. Alors, je vais faire une transition un petit peu acrobatique, vous allez voir où je veux en venir. On va toujours parler de la différence avec un petit objet que je vous ai demandé d'emmener, que vous allez nous sortir, s'il est là. Oui, il est là. Il est là. Où est-il? Il est dans ma poche. Alors lui, c'est un objet de couleur pour le coup. Montrez-le à la caméra. Oui, c'est un objet. Pinocchio. Voilà, c'est un objet de couleur, mais c'est surtout, il a les couleurs de ma fille, quoi. Parce que ça, c'est un cadeau que m'a fait ma fille. Et ma fille, je lui ai légué ma couleur. Ma fille, c'est une espèce de modèle réduit de son père. Sa maman, pourtant, est blanche, avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Et les mystères de la génétique. Voilà, les mystères de la génétique. Et ma fille m'a fait ce bonheur trouble d'avoir ma couleur, ce qui fait que maintenant, j'ai la réponse à une question fondamentale que je me posais devant la photographie du petit Picouli enfant. Je me regardais et je disais, mais à quoi pensait ce gamin? Comment il était? Et tout à coup, la photographie s'est mise en mouvement. Elle marche, elle parle, c'est ma fille. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et ça me met dans un état d'émotion, même à l'évoquer, là. Même à l'évoquer, ça me fait des chairs de poule, parce que j'ai le sentiment que ma fille, en plus des bonheurs ineffables qu'elle me donne des réponses. Alors, je l'arrange. On l'embrasse, votre petite Marie? Ah, je ne fais que ça. Merci, Daniel. L'homme vit 12 morts. La 13e est l'oubli. C'est par cette affirmation étonnante que le lecteur est accueilli dans le dernier roman de mon invité, La 13e mort du chevalier. L'occasion pour lui et pour nous de parler de la mort, justement. L'homme vit 12 morts, la 13e est l'oubli. Cette phrase, vous l'avez trouvée où, Daniel Picouli? Elle est de vous ou... Oui, parce que, bon, moi, tout est organisé. Ça fait un petit peu sentence chinoise. Oui, mais je l'aurais signé, sinon. Je l'aurais signé. Non, moi, mes livres sont organisés autour du chiffre 13. Ma mère a eu 13 enfants, donc mes livres ont 13 chapitres. Ma mère a eu 13 enfants, elle en a perdu une, donc j'ai toujours un chapitre qui est seulement ébauché. Ça, c'est une règle d'organisation, bon, et qui est une évocation, et qui est un hommage. Et chaque homme vit 13 morts, 12 morts, et la 13e est l'oubli, parce que je pense que c'est la pire, l'oubli. Moi, les êtres que j'aime existent que parce que je pense à eux, n'existent que parce que je me remémore les instants que j'ai pu passer avec eux, ou que je les fais vivre au présent. Ma mère, j'ai toujours évoqué, c'est comme dans Le Chant de personne, quand je dis c'est maman Peter Pan, elle est dans l'espace, et elle n'a pas cessé, parce qu'elle a disparu, de vivre et d'être à côté de moi. Donc, si j'oublie ma mère, elle mourra. Et si je suis oublié des gens qui m'aiment, de ma fille et d'autres, je mourrai. Sinon, je ne mourrai jamais. C'est tout. C'est aussi simple que ça pour moi. Et à partir de là, c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur quelqu'un qui avait été oublié 200 ans. 200 ans à attendre qu'on vous réveille. C'est comme une princesse. C'est comme une princesse. Elle est là et vous êtes celui qui doit lui donner ce baiser sur les lèvres. Et vous réveillez quelqu'un qui est mort depuis 200 ans et qui est mort alors qu'il est somptueux, alors qu'il a eu une vie qui mériterait d'être connue de tous. Et c'est ce qu'on croit peut-être que sera la nôtre. Et on espère que l'on n'aura pas besoin d'une princesse ou d'un prince pour nous réveiller. C'est tout. Quand vous écrivez, vous pensez à la postérité, justement? Non. Vous avez cette idée comme quoi, ça y est, il va rester une trace de vous, enfin Marie, plus tard, quand elle sera adulte, pourra lire les livres de son papa? Ah non, ma postérité, c'est elle. Ma postérité, c'est elle, c'est pas mes livres. Mes livres, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Il y a des gens qu'on lit aujourd'hui et qu'on ne connaissait pas de leur vivant, et l'inverse. Ça, je ne sais pas, il ne faut pas travailler pour ça. Parce que ça, cette idée... Mais ça ne vous travaille pas, cette idée. Non, Non, cette idée de travailler comme si on allait être dans la Pléiade, je crois que c'est le meilleur moyen de se mettre le couvercle dessus. Non, il faut travailler vraiment au présent. C'est le présent. C'est le présent, c'est les minutes, c'est ce qu'on est en train de faire qui peut, entre guillemets, non pas reculer la mort, parce qu'elle n'est pas là présente, c'est pas quelqu'un qu'on doit repousser comme ça.
C'est quelqu'un, je dis quelqu'un comme si c'était incarné, et ça peut l'être, avec lequel il faut vivre. Il faut vivre, tout simplement. Il faut pactiser, ou il faut l'oublier, il faut lui faire le coup du mépris. Enfin bon, voilà. Alors vous faites quoi? C'est quelque chose qui vous effraie, la mort, quand même? Non, ça ne m'effraie pas parce que je serai le dernier informé. Je me dis, les deux événements les plus importants de ma vie, ma naissance et ma mort, je n'en étais pas informé. Et je ne le serai pas. Et d'ailleurs, la seule moyen d'être immortel, et j'avais un commissaire de police qui était comme ça, et qui avant chaque mission, quand il sortait, il dit « tâchons de rester immortel ». Qu'est-ce que ça veut dire, rester immortel? C'est que vivant. Non, c'est de rester vivant jusqu'au moment où vous êtes mort. Et une fraction de seconde, un dixième, un milliardième de seconde avant d'être mort, de ne pas être au courant. À partir de là, vous êtes immortel. Vous pouvez vous coucher immortel et vous réveiller mort. Et ça, c'est à partir du moment où on sait ça, on n'a pas peur. De quoi a-t-on peur? De la maladie, de ce qui nous détériore, de ce qui nous dégrade. Pas seulement parce que ça nous dégrade, mais parce que ça nous tire petit à petit vers une issue que l'on peut pressentir. Sinon, on n'a pas peur. On a peur de souffrir, on a peur d'avoir mal, mais fondamentalement, de mourir. Oui, moi j'ai peur de faire du chagrin aux gens qui m'aiment, c'est tout. J'ai peur, et comme les gosses qui, quand on était petits, on voulait disparaître et être enlevé pour voir le chagrin de nos parents, être une espèce de personnage au-dessus, les voir pleurer pour être sûr qu'ils nous aiment. Et mourir, c'est la certitude qu'ils nous aiment, parce que là, ils vont pleurer. Et c'est tout. À partir de là, j'allais dire, il faut presque prendre le bénéfice de ça. Mais je ne veux pas lui faire de chagrin, c'est tout. Et donc je veux, oh là là, je veux attendre, je veux qu'elle soit assez grande pour qu'on ait réglé tout ce qu'on avait à régler ici-bas, c'est tout. Mais si elle n'a pas de chagrin, ça va, je suis immortel. La mort, c'est souvent relié à la religion, ou du moins à la spiritualité. Vous les reliez comment, les deux, vous, alors? Moi, je les relie simplement par la commémoration. C'est-à-dire que... Une religion du souvenir, plutôt. Oui, du souvenir. Moi, j'ai une religion du souvenir, c'est-à-dire que je me sers de tous ces lieux qui sont des lieux de religion, mais qui sont pour moi des lieux de mémoire, qui sont une église. Je vais régulièrement allumer des bougies pour mes parents, toujours. Et j'amène ma fille, quand je suis avec elle, ou je vais seul, ou quand je vais dans un endroit, j'allume des bougies à mes parents, et je pense relié à un Dieu? Non, relié à eux, Sans... par l'intermédiaire d'un lieu qui est religieux et qui l'était pour eux. Ma mère était très croyante, mon père était très croyant. Et ils avaient investi dans ces lieux, quelque chose que moi je n'investis pas, question de foi. Mais je trouve que ce sont les meilleurs lieux pour penser à eux, les meilleurs lieux pour les honorer. Je pourrais, et je peux mettre une bougie sur le rebord de la fenêtre un soir, et j'accomplis un acte aussi sacré, un acte aussi religieux que dans une église. Mais là, c'est ma façon de leur dire que ces lieux-là, je ne les tiens pas à distance parce qu'ils n'ont pas le même sens que moi. Voilà, c'est tout. Mais j'aime ces lieux. Vous pensez que Dieu n'existe pas, mais vous avez le doute quand même? Non, je n'ai aucun doute. Moi, je suis dans ce sujet-là sans doute parce que je ne suis pas animé par ce ressort, cette foi, ce feu que doit être la foi. Je pense que, et c'est pour ça qu'on doit la perdre comme se déban d'un ressort et d'un seul coup. Pour moi, c'est une espèce d'énergie bandée à l'intérieur de soi, et qui fait que l'on se promène avec cette énergie-là, et qu'elle est une espèce d'évidence, et qu'elle est de l'ordre de l'infaillibilité. On ne la remet jamais en question, on n'y pense même pas. Peut-être il y a du doute, peut-être un doute méthodique, peut-être un doute parce que des événements, parce que la mort d'un enfant, parce que n'importe quoi, parce que beaucoup de choses peuvent vous mettre le doute. Mais je pense que normalement, elle doit être irréductible à ce doute. Donc, je ne l'ai pas, je ne sens pas ça, je ne sens pas ce feu, donc je n'ai pas de doute. C'est ainsi, il en a été ainsi. Et, mes parents, pourtant, ont eu cette espèce d'ouverture. J'ai fait mon catéchisme, bon, j'ai été viré du caté, je suis le seul à ne pas avoir fait la communion chez moi, bon, parce que j'avais un petit peu l'esprit romanesque, mais je n'ai jamais été touché par la foi, jamais. Et à partir de là, et j'ai mimé, j'ai essayé, enfant, pour faire comme ma maman. J'ai essayé de mimer la foi, j'ai fait des prières, j'ai essayé. Mais ça n'a pas pris. Non, ça n'a pas pris, ça n'existait pas. Et j'ai eu cette honnêteté avant mes 10 ans de me dire non, Daniel, arrête de faire semblant, c'est pas la peine. Voilà, et ils m'ont laissé faire. Alors en quelques mots, vous avez une devise, enfin une phrase que vous aimez bien? Oui, il y a une phrase que j'aime bien et qui est en rapport avec la mort, parce que la mort, l'une des choses les plus douloureuses, c'est pas seulement l'oubli,
c'est que l'on va partir en laissant des dizaines de projets, quoi. C'est un peu l'espèce d'espace vertigineux. On n'est pas Mozart de se dire, quand il est mort, il avait peut-être plus que le requiem encore dans la tête. Bon. Donc, j'ai cette image, et quand j'étais un gamin, j'étais un chiffonnier. Je cavalais partout, je ramassais des chiffons pour aller les vendre, pour avoir des buvards, et ma mère disait que j'étais un chiffonnier, ou un manouche, ou un chiftier, voilà. Et j'aime le meuble, le chiffonnier. Voilà. Et ma phrase, c'est cette allusion, parce que j'aime aussi qu'elle ne soit pas très très claire, et pas de niveau premier. Je dis, je pense que je mourrai comme un chiffonnier, c'est-à-dire les tiroirs pleins. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec les chiffonniers, c'est qu'ils peuvent passer beaucoup de temps dans les greniers et qu'un jour, quelqu'un les ouvre. Plus qu'un thème à la mode, la mixité est une notion qui tient à la fois de l'histoire et de la gageure. Une valeur qui mêle diverses questions liées à l'identité, au respect de la différence. Et déjà, les thèmes de laïcité, d'intégration et de discrimination positive apparaissent en filigrane. Daniel Picouli, c'est un beau thème que vous avez choisi, la mixité, un thème qui est transversal, qu'on va retrouver dans beaucoup de domaines finalement, comme déjà la mixité à l'école. Oui. Est-ce que c'était important de mettre à une certaine époque les garçons et les filles ensemble? Non, mais c'était important, mais on est en train de la remettre en question, puisque tout simplement, les filles sont en train de laminer les garçons. Moi, j'ai été professeur et on peut le constater. La question est de savoir, est-ce qu'un garçon de 15 ans et une fille de 15 ans, c'est la même chose. Est-ce que ça peut être dans le même espace? Moi, j'ai vécu, et je vais écrire un roman là-dessus, sur la violence que représente le fait d'avoir vécu presque toute son adolescence comme ça avec des jeunes filles qui un jour ont 15 ans et regardent les garçons de 17 ou de 18 ans. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Et vous, comme dans votre corps, vous êtes encore un gamin, vous avez tout à coup une espèce de sentiment d'abandon que les jeunes femmes, les jeunes filles, n'imagine pas. Ce jour-là, vous nous abandonnez. Et c'est très violent. Et alors, est-ce que les garçons doivent se laisser abandonner? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les garçons n'ont que des solutions d'occupation de l'espace, de violence, font les malins. Parce qu'ils sont débordés par leur corps, leurs sensations, leur amour même, peut-être, pour cette jeune fille. Parce qu'ils sont avec elle depuis toujours. Et comment ils peuvent accepter d'être niés comme ça à 15 ans? C'est impossible, il faut trouver des solutions. Beaucoup de la violence des adolescents, beaucoup de leur façon d'occuper l'espace dans les classes pour exister, parce qu'ils ne peuvent plus suivre, même intellectuellement, ça va trop vite, c'est trop fort. Bon, il faut trouver une solution. Et je trouve qu'on met les garçons, c'est bizarre ce que je vais dire, on met les garçons en difficulté en les mettant avec des filles du même âge. C'est un discours que je n'avais jamais entendu pour ma part. Mais il est intéressant, hein, c'est à creuser. C'est à creuser. Mais c'est vrai que ça remet en cause, effectivement, une certaine frange de la mixité. La mixité, c'est aussi la mixité notamment urbaine. Alors, on va vraiment survoler beaucoup de domaines, mais mixité urbaine, vous savez, il y a les banlieues, puis il y a les centres-villes plus bourgeois. Voilà, donc il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de mixité. Il est en train de se fabriquer. Moi, quand j'étais gamin, j'ai vécu dans les cités. J'ai vécu dans des cités et je me demandais, mais quelle idée a-t-on de nous pour nous faire vivre dans des endroits pareils? Moi, ma cité, aujourd'hui, si vous me le demandiez, je ne pourrais pas vous y emmener pour vous montrer le 29 rue du Docteur Calmette, premier étage à gauche, où j'ai vécu mon adolescence et jusqu'à tard. Parce qu'on a rasé mon immeuble. On l'a rasé parce que tellement il était vétuste. Et pourtant, on l'a construit dans les années 60, je l'ai habité neuf. J'allais dire, on l'a rasé. Et pourtant, à cette époque-là, c'était un Eldorado, c'était une espèce de rêve pour des gens qui venaient, comme nous, d'endroits quasiment insalubres. Il n'y a pas de mixité. Et les loyers n'ont comme fonction, enfin pas seulement, que de tenir à distance. Bientôt, le périphérique va être comme dans la chanson de Serge Reggiani, les loups. Les loups sont entrés dans Paris. C'est quelque chose de ce genre-là. On le sait très bien qu'il n'y a pas de mixité. Et il y a eu des espèces de rêves totalitaires en banlieue. Il faut aussi reconnaître que des gens ont presque construit des endroits où on engrangeait un électorat, où on faisait habiter des gens ensemble pour qu'ils restent là. Et on faisait en sorte qu'ils puissent rester là. Et c'est désolant. Cette idée de l'homme qu'on a pu avoir dans les années 60 et 70, qui sont des espèces de grenades qu'on a dégoupillées et qui explosent seulement maintenant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est insensé. Et quand en plus, on voit, quand on rase une tour, que les gens en bas disent « Ah, enfin,
On a rasé des trous à rats. Mais on ne rasait pas des trous à rats. On rase mon adolescence, l'endroit où j'attendais ma petite copine, où mon père arrivait, où ma mère me regardait par la fenêtre, où me jetait mon goûter par la fenêtre. C'est ça qu'on rase. Une partie de mon enfance, de mon adolescence, de ce dont j'ai été fier, on le rase parce que c'était des trous à rats. Donc, j'ai vécu mon adolescence dans un trou à rats. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et ça, je trouve ça insensé qu'on ait pu considérer qu'il y a à ce point des gens d'une nature étrange et différente, qu'on puisse les faire vivre dans ces conditions. Et qu'on s'étonne aujourd'hui que le couvercle se soulève et qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils s'insurgent et qu'ils se révoltent. Il y a un très beau film, enfin très beau, Le bûcher des vanités. Quelqu'un qui découvre, parce qu'il est sorti de l'autoroute à un endroit où il ne voulait pas, classe moyenne, classe bourgeoise, et il se retrouve en banlieue et il découvre le monde. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui viennent du 6e, du 5e, du 7e, du 8e, ou même de Paris, s'ils ratent une sortie du périphérique, ils vont se retrouver dans des endroits dont ils n'ont même pas conscience et idée. Est-ce que c'est ça, la mixité? Est-ce que c'est ça? Est-ce ainsi que les hommes vivent, quoi? Voilà. Hein. La mixité, c'est aussi, on en parle beaucoup, de la mixité religieuse. C'était bien qu'on allait arriver. J'ai parlé de laïcité, d'ailleurs, en introduction. Là aussi, on a encore beaucoup de choses qui sont... C'est bouillonnant en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause. Bien sûr, mais parce que également le travail... là, on est en train de payer un manque énorme. Comment se fait-il qu'on soit aussi ignorant des religions, de toutes les religions? Comment se fait-il que dans l'éducation d'un citoyen ou d'un enfant, alors qu'il est baigné de religieux, vous ne pouvez pas regarder de peinture, vous ne pouvez pas vous promener dans des monuments, vous ne pouvez pas comprendre les fêtes, toutes les références de notre société sans avoir les clés du religieux et de toutes les religions. D'accord ? Et pourquoi est-ce que on a négligé cette éducation qui fait que maintenant on fonctionne sur le mode fantasmatique, sur le mode de la peur à l'égard des religions? C'est dramatique, c'est une acculturation, si tant est qu'il y ait eu un jour une culture dans le nom qu'on est inculte. Pour vous, je voudrais en arriver à la laïcité, c'est l'acceptation des différences, enfin le respect des différences, ou au contraire la disparition de ces différences? Non, de toute façon, les différences ne peuvent pas disparaître. Elles peuvent être vestimentaires. On vit dans un monde de signes et de codes. Tout le monde repère tout le monde. En le regardant, à moins qu'on ait un uniforme, ce qui se pratique. Par exemple, dans les Antilles, on met des uniformes aux enfants quand ils vont à l'école. Quand j'étais en colonie de vacances à Air France, on me mettait une marinière et un short et je ressemblais au fils du pilote. D'accord. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et ça ne peut plus fonctionner comme ça puisqu'on est dans un monde marchand, où il y a des énergies farouches pour qu'on porte des signes, pour qu'on appartienne à des tribus qui sont des tribus commerciales. C'est une pression formidable et on demande à des gosses de 13 ou 14 ans de résister à cette pression-là alors que leurs héros, leurs valeurs, les gens qui gagnent de l'argent, les gens qui sont gratifiés sont des porte-drapeaux de ces tribus-là. Donc c'est incroyable. La laïcité, c'est une vertu, une valeur théoriquement qui devrait avoir cette capacité d'intégrer tout ça, de faire par exemple de l'école un lieu sacré. C'est-à-dire que l'école ne fonctionne pas, n'a pas les règles à l'intérieur de l'extérieur et qu'on devrait justement parce que là on est dans un lieu secret, on est dans un lieu apaisé où on pose les armes, apprendre à regarder déjà les autres, la différence, les exprimer, s'y confronter, voir, parce qu'on a posé les armes. Mais à partir du moment où on entre armé, et quand je dis armé, c'est armé de signes, de toutes sortes de signes, c'est fini. On ne peut plus, parce qu'on est soi-même marqué au front des signes qu'on porte, quels qu'ils soient. Et à partir de là, c'est fichu. Et c'est ça. Et d'ailleurs, les enseignants aussi, on peut avoir une part de responsabilité. Un professeur n'était pas un être neutre, politiquement, syndicalement. Il n'était pas. Il avait des idées, on le savait, nos profs. S'ils étaient communistes, socialistes, de droite, on le savait. Pourquoi le savait-on? Normalement, on n'aurait pas dû le savoir. Et si on ne l'avait pas su, eh bien peut-être même qu'on aurait regardé différemment son enseignement. Lui, peut-être des fois on a eu un rejet ou un attrait pour les signes qu'il a agités devant nous, de reconnaissance, d'appartenance, de sympathie. Est-ce que ce sont vraiment les signes qui doivent nous mettre en mouvement? Je ne crois pas, c'est tout. Il se
se dit lui-même dysorthographique invétéré. Enfant, il n'a jamais été bon élève et sa prédilection pour l'école buissonnière explique une orthographe chaotique. Il voit l'illettrisme du point de vue du cancre et c'est sans doute pour cette raison qu'il a rejoint Alexandre Jardin dans son association de lutte contre l'illettrisme, Lire et faire lire. Daniel Picouli, vous dites vous-même que la faute d'orthographe est votre langue maternelle. Oui. C'est une jolie phrase, mais de le revendiquer comme ça, c'est surprenant. Non, mais c'est pas seulement une jolie phrase, c'est une phrase tout à fait vraie. Ma maman était plus que dysorthographique. À côté d'elle, je suis académicien. Non, ma mère écrivait quasiment de façon phonétique. Et j'avais beaucoup de mal à l'école à entendre dire, en parlant de moi, quand je rendais mes devoirs, quoi, mes rédactions. Mais comment on peut faire autant de fautes d'orthographe? Surtout que j'avais des belles rédactions. Quoi. Et comment peut-on faire autant de fautes d'orthographe? Il faut être bête pour faire des fautes d'orthographe comme ça. Donc, la personne qui était devant moi, l'instituteur, était en train de dire que ma mère était bête, puisqu'elle faisait des fautes d'orthographe. Alors, j'avais deux solutions. Je pouvais le tuer pour défendre ma maman. Oui, vous avez raison, non ? Il vaut mieux trouver d'autres solutions. Alors, on peut défendre sa maman autrement en faisant des fautes d'orthographe. C'est ce que j'explique à certains professeurs. Je fais des fautes d'orthographe, ma maman en fait, on est ensemble. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, j'ai après détaillé toutes les situations où j'étais confronté à l'orthographe de ma mère. Ça ne paraît rien, mais moi, je crois que j'ai une bonne santé à cause de l'orthographe de ma mère. Parce qu'il était hors de question de tomber malade et d'avoir un mot d'excuse écrit par ma mère. C'était imprésentable, un mot d'excuse. Ça, l'idée que ma mère ait écrire que j'ai eu une bronchite, une bronchiolite, je me demande comment elle allait l'écrire déjà. Déjà, quand j'avais la fièvre, ça m'inquiétait. Je guérissais immédiatement. Vous sauriez, mais allez donc faire la liste des courses. Avec des poireaux écrits des choses de ce genre-là. Je souris parce que vous le racontez très bien. Sûr, non, mais vous avez raison et j'en souris parce qu'il faut, parce que c'était pour moi délicieux. Et aujourd'hui, c'est délicieux de le raconter parce que ça m'a obligé à trouver des stratégies comme ça pour la défendre. Mais d'ailleurs, c'est le problème un peu de l'illettrisme en France. Lorsque les chiffres sont parus, on a été très surpris parce que les illettrés savent très bien le cacher. Ils se débrouillent toujours pour ne pas avoir à remplir de papier. Et c'est pour ça que quand on a découvert qu'il y avait plus de 2 millions de Français illettrés, ça a été un choc pour vous aussi. C'est pour ça que vous êtes engagé dans cette association Lire et faire lire. Absolument, parce que l'idée était en même temps assez extraordinaire. C'était une idée de lien, c'était l'idée que des personnes âgées, des personnes à la retraite allaient aller dans les classes pour lire aux enfants. C'est-à-dire qu'ils n'allaient plus avoir ce rapport maître-élève et qu'ils allaient sauter cette génération comme on le fait si superbement quand on observe le rapport entre les grands-parents et les petits-enfants, qui des fois ont eux-mêmes été des parents un peu difficiles, mais qui sont de somptueux grands-parents. Et donc c'était l'idée, surtout, que ces gens âgés avaient encore des choses à dire. Et moi, ce que je trouve de plus désolant dans l'enseignement, c'est cette incapacité qu'ont les parents à suivre leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, c'est un métier professionnel d'être parent. Essayez donc de suivre un gamin de 4e en mathématiques et vous allez déjà vous commencer à comprendre. Alors que ma mère pouvait me faire réciter mes leçons, ma mère qui a son certificat d'études tout juste. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des études supérieures et j'ai du mal dans certaines matières à suivre les enfants que j'ai à suivre. C'est inadmissible. Et je pense que l'éducation nationale, je le dis souvent quand j'ai le bonheur de croiser un responsable, devrait prendre en compte l'importance du lien, l'importance de la capacité à suivre ses enfants. On existe dans les yeux de ces enfants parce qu'on peut les aider. Et si on arrive avec des cahiers, des devoirs, avec les bras comme ça chargés, avec l'impression que les parents ne pourront rien pour nous, eh bien après, on amplifie la différence sociale qui fait qu'il y a ceux qui peuvent aider et ceux qui ne peuvent pas aider. On dit aujourd'hui que la mère idéale, c'est la mère diplômée. C'est insensé. C'est insensé. C'est insensé qu'aujourd'hui, on ait besoin d'avoir fait des études pour élever son gosse, pour pouvoir l'aider, et que le cœur, la bonne volonté et le temps ne suffisent pas. Ça, je trouve ça normal. Ce qui pourrait aider à résoudre, bon, outre le fait qu'on a des classes surchargées, donc des enfants qui passent à la trappe, on ne s'en rend même pas compte au niveau de la lecture, ce serait justement d'amener les enfants à lire, mais ce n'est pas facile parce que lire demande un effort que, par exemple, la télé ne demande pas. Puis regarder la télévision... C'est vrai, mais vous le dites vous-même, ceux qui demandent l'effort de lire aux enfants, parfois, leur demandent en regardant la télévision. On est d'abord, c'est-à-dire que
on respire un exemple. On est un exemple. C'est-à-dire, si on voit son père ou sa mère lire le journal ou lire des livres, il y a de fortes chances qu'on trouve ça intéressant. D'abord, par mimétisme, on imite ses parents, toujours quand on est petit. Donc, on regarde, ma fille, elle prend le journal dans ce sens-là ou pas, au début, quand elle était gamine. Elle aura envie de lire des livres, et je l'espère. Mais on ne peut pas leur demander. C'est comme les gens qui fument et qui demandent aux gosses d'arrêter de fumer. Moi, j'y arrive pas, je peux plus. Moi, tu sais, maintenant, moi... Ben oui, c'est la même chose. Et si on ne comprend pas ça, c'est difficile. Et de toute façon, fondamentalement, derrière tout ça, il y a quoi? L'idée que tout est un effort, est un travail, bien sûr. Si on vend l'idée que l'on va se promener dans la vie comme d'un toboggan superbement ciré, qu'il suffit de se mettre là-haut, qu'on va descendre en bas et qu'en bas c'est un bac à sable somptueux, ah non, c'est du boulot. Tout est boulot, c'est tout, travail, effort. Si ça, on ne l'a pas mis en perspective, et si on ne l'a pas mis au milieu de la table, on est cuit. Alors Daniel, on va montrer l'exemple, moi, vous, enfin, surtout vous d'ailleurs. Je vous ai demandé justement de nous faire partager un petit moment de lecture. Et alors vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas très connu, Henri Michaud. Hein. Henri Michaud, oui, c'est un poète qui peut-être n'est plus connu maintenant comme il devrait l'être, bon, on va le situer dans les années 30. Qui est décédé dans les années 80. Voilà, et qui a d'ailleurs écrit très très longuement. On peut même découvrir des encres de lui. Il y avait une très belle collection chez Segers qui nous faisait connaître les poèmes et qu'on trouvait dans les bacs. Moi, j'ai trouvé ça dans les bacs de solde. C'est étonnant comme on peut solder les poètes vite. C'est dramatique, mais enfin, ça permet les découvertes. Alors, j'ai choisi un poème qui m'a toujours submergé, qui est Le Grand Combat, parce que j'ai appris dans ce poème qu'il ne fallait pas seulement croire au sens des mots, qu'il ne fallait pas seulement investir dans le sens des mots, qu'il fallait investir dans la poétique des mots. C'est-à-dire qu'on va le voir et on va l'entendre. Ici, il y a des mots qui n'existent pas, des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, et pourtant ils vous parlent. Pourtant, ils fabriquent chez vous des images, des évocations. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est le grand combat. Et en plus, c'était des époques à énergie, des époques où je devais être de l'ordre de l'art martial dans la vie. Et ce poème arrivait juste quand il fallait. Le grand combat. Il l'emparouille et l'endosse que contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drap. Il le pratelle, il le libusque et lui baruffle les ouliers. Il le tocarde et le marmine. Le manage, rapari et ripara. Enfin, il l'écorcobalise. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine, mais en vain, le cerveau tombe, qui a tant roulé. À bras, le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégère alentour, qui pleure dans vos mouchoirs, où on s'étonne et vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. C'est tout. Si ça vous produit pas un frisson, laissez Henri Michaud dans les bacs de soldeurs. Merci Daniel. Il aime les surprises, il aime aussi débattre et donner son avis sur des thèmes divers et variés. Il s'intéresse à l'actualité et ne déroge pas à la lecture quotidienne et matinale de son journal. Il pose sur le monde son regard picoulien, un regard qu'il va nous faire partager. Daniel Picouli, alors je vais vous livrer plusieurs thèmes. Ouais. Attention, si je vous dis... Alors il va falloir être bref, il y en a plusieurs. Oui. Oulipo. Ah, l'Oulipo, ça c'est un exercice que tout le monde devrait faire, c'est ouvroir de littérature potentielle, sur les abdominaux de la tête, c'est-à-dire qu'on joue avec les mots, et je pense que dans les écoles, on devrait apprendre l'Oulipo. C'est une belle boîte à outils qui un jour vous permettra, quand vous saurez bien manier les outils, de réaliser chacun votre chef-d'œuvre. Allez y voir, pour la tête, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est un groupe littéraire aussi. Ah oui, c'est un groupe littéraire. Et souvent, je dis, c'est les abdominaux. C'est-à-dire que moi, des gamins peuvent vous dire comme ça, mais pourquoi on fait des abdominaux? Ça ne sert à rien, les abdominaux. Eh bien si, vous verrez quand vous rirez, vous verrez quand vous ferez l'amour, vous verrez quand vous aurez mal, vous verrez quand vous serez opéré. Les abdominaux, ça sert. Et c'est pareil pour les exercices oulipiens. Les radars automatiques. Les radars automatiques, là, ce qu'on peint. Oui, c'est-à-dire que si on en avait vu dans ma cité, je pense qu'effectivement, on les aurait peints, mais bêtement, parce que, tout simplement, on les aurait trouvés plus jolis comme ça. C'est joli, un cyclope, quand on lui a peint l'œil. Et surtout, ça ne vous concerne pas, vous, les radars automatiques. Absolument, moi, je n'ai pas le permis. Donc, si je l'avais peint, c'est vraiment par solidarité, pour mon père. Le facteur cheval. Alors, le facteur cheval, pour moi, c'est un des monuments architecturaux. Avec Gaudi, ce sont des, comment dirais-je, des exemples littéraires. C'est comment faire une œuvre en ramassant des cailloux sur son chemin. Eh bien, c'est la même chose, un roman. Tout le monde est facteur cheval. Tout le monde se promène,
ramassent des cailloux et les assemblent. Ce n'est pas autre chose que ça. Sauf qu'on est les seuls à savoir où on a ramassé le caillou quand les autres regardent. C'est tout. Ça veut dire que vous vous inspirez de la peinture pour écrire? Ah oui, oui, Gaudi par exemple. Ah oui, ouais. architecture. Gaudi, c'est quelqu'un qui m'a appris de façon radicale que pour écrire un livre, il fallait faire une structure classique et une efflorescence baroque. Si vous allez voir Gaudi, vous comprenez rien à l'organisation de Gaudi. Vous descendez au sous-sol et vous voyez les plans de Gaudi. Ils sont strictement classiques. Et ça, c'est une chose que je fais dans mes romans. Ma structuration est très, très, très classique. Il faut que les gens puissent s'y repérer inconsciemment. Et après, quand la structure est bien classique, je peux faire toutes les efflorations baroques que je veux. Ils s'y retrouveront quand même. L'enfant et le Fennec. L'enfant et le Fennec, c'est le plus beau livre du monde. C'est un livre qui m'a fait pleurer. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un petit garçon et qui apprend une chose définitive. Un petit garçon trouve un Fennec, c'est l'hiver, il fait froid, il va jouer avec, mais il va s'apercevoir que ce petit Fennec va mourir. Et ce petit garçon va comprendre que cet être qu'il aime peut-être le plus au monde, il va devoir le donner à quelqu'un pour qu'il vive. C'est-à-dire qu'il va l'emporter à un prince du désert, à une hôtesse de l'air pour qu'elle l'emmène vers les pays chauds. Qu'est-ce qu'on apprend en lisant le Fennec, à part que c'est une belle histoire, que dans la vie, pour que les choses vivent, il faut les donner aux autres. C'est aussi simple que ça, et parfois les choses les plus belles. Et un roman, c'est jamais que ça. Le courage. Ah, le courage, c'est parfois de se sauver. Le courage, ah oui, le courage, c'est une des vertus les plus dangereuses qui soient. Le courage, quand on veut le prouver aux autres, quand on veut le montrer aux autres, il faut savoir qu'on n'est pas le plus fort. Il faut accepter que dans certaines circonstances, on ne soit pas le plus fort. Tout simplement parce que la force n'est peut-être pas votre lieu d'expression. Et il faut parfois pouvoir s'en aller, refluer, être un rat. Ça ne paraît pas être très glorieux, mais combien de gens ont brisé leur vie uniquement pour montrer qu'ils étaient courageux et donc ont brisé la vie de ceux qui les aimaient. Pourquoi? Une fraction de seconde. Parfois, quand on voit des gens s'accrocher en voiture, se disputer, en arriver aux pires extrémités pour une fraction de seconde, on n'a pas voulu quoi? Démordre. Démordre de quoi? D'une connerie. Eh bien, parfois, il faut avoir ce courage-là. Courage de rat. Jean-Paul II. Ah, Jean-Paul II est pape. Jean-Paul II est pape. Et quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les prêtres ouvriers. Et il y avait un prêtre ouvrier qui venait à la maison. Et j'ai eu une admiration sans borne pour les prêtres ouvriers, pour des gens qui avaient la foi et qui allaient travailler avec mon père à l'établi. Et un jour, en une nuit, Jean XXIII a décidé que les prêtres ouvriers devraient rentrer. Et ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux pour ma mère. Et je crois que ma mère, de cette décision-là, a eu un de ces ébranlements de la foi dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'un prêtre ouvrier, c'était quelqu'un qui venait à la maison, se retroussait les manches, se lavait les mains avec le même gros savon que nous, sauf que quand il s'asseyait, on se taisait et il disait le bénédicité. Voilà. L'exception culturelle. Alors l'exception culturelle, c'est la France. Ça, c'est cocorico. On est très content de ça parce qu'à certains moments... Mais ça existe. Par exemple, le prix du livre en France, le fait qu'il existe encore des librairies en France, vient peut-être de cette exception culturelle qu'on ferraille pour défendre à Bruxelles, par exemple. Bruxelles, cette espèce de dragon lointain maintenant qu'il faut aller abattre quand on veut quelque chose. Eh bien, l'exception culturelle, c'est l'idée qui, je crois, est une idée... qui a beaucoup d'avenir, c'est qu'on ne fabriquera pas une Europe ou le monde en rabotant, non pas les exceptions culturelles, mais tout simplement la culture de tout un chacun. Et si on n'arrive pas à considérer qu'il y a des choses qui nous appartiennent en propre, que reste-t-il? Et si l'Europe est une espèce de vaste moissonneuse comme ça et qu'on ressorte en petite boîte cylindrique derrière, je ne crois pas que ça puisse émouvoir ni mettre en mouvement qui que ce soit, et encore moins les jeunes, et j'espère personne. Alors le dernier mot, c'est merci. Ah, c'est un joli mot, et vous le prononcez bien. Ah. Je vais vous le redire alors. Merci d'avoir accepté notre invitation, Daniel. Et on vous souhaite encore beaucoup de beaux romans à écrire, de livres pour enfants aussi. Hein. Oui, parce que j'écris de la bande dessinée aussi. Et de bande dessinée, oui, les livres pour enfants, parce que j'écris pour ma fille,
qui est un redoutable éditeur. Et très curieusement, c'est inimaginable comme le plaisir que j'ai de lui faire un livre pour elle est sûrement le plus grand des plaisirs. Voilà, je crains bien que même si j'étais enseveli, vous parliez de prix, le prix qu'elle me donne quand elle aime un livre pour enfants que j'ai écrit pour elle, c'est le plus beau des prix. Donc je vais continuer, sauf qu'elle croit que je peux en écrire un par semaine, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais il ne faut pas lui donner des illusions. Non, mais son papa est là pour lui apprendre la désillusion dans ses bras, c'est tout. Merci beaucoup Daniel, bonne continuation. Merci à vous. Au revoir.